Bonjour tout le monde et bienvenue sur EOS Geeks. Vous avez vraiment des squelettes dans vos placards? Vous pensez que Walking Dead, c'est une comédie romantique? Eh bien, le Faction Focus d'aujourd'hui, c'est fait pour vous. On parle Soulblight Gravelord. Je suis Alex. Avec moi, j'ai Vincent comme toujours. Ça va, Vince? Salut, ouais, ça va bien toi? Yes, merci. Et on a avec nous aussi David Bellumeur, donc notre expert invité du jour. Ça va, David? Oui, ça va. Donc, David, tu es un joueur d'expérience en Soul Blight. Tu as aussi d'autres armées là, que tu joues souvent en mode compétitif. Donc, vu que tu es nouveau sur la chaîne, peut-être nous présenter un peu ton background en tant que joueur d'Age of Sigmar. Ben, dans le fond, moi, c'est facile. J'ai commencé avec EOS. Quand EOS est sorti, j'ai un ami qui m'a montré à jouer à ça. Puis après ça, j'ai tout de suite, là, ça a pris 2 mois, j'ai embarqué dans le processus, là, même compétitif. J'ai fait le chaos ludique, c'était mon premier tournoi, là, où je me suis fait défoncer par des Tsench, des Skyfire. C'était. Mais en Belle tout cas, époque. j'avais bien aimé ça, donc je suis parti sur la scène compétitive. Puis depuis ce temps-là, je fais quand même assez de tournois, là, les CCBB, toutes les Grand Clash, beaucoup de petits tournois One Day aussi. Fait que Et il c'est à faut, peu faut près quand même ça. le mentionner, tu as quand même été probablement un des membres d'une partie les plus historiques joués d'Age of Sigmar au niveau du Québec et même peut-être du Canada, avec un 20-0 contre Jocelyn Cloutier. Je pense que ça vaut la peine qu'on puisse le souligner sur la chaîne quand même. Désolé pour les joueurs européens, c'est une side québécoise, mais je pense que tous les joueurs d'Age of Sigmar du Québec vont pouvoir bien rire à cette blague-là. Euh, donc, David, euh, dans le fond, question d'ouverture peut-être. Soulblight Gravelord, c'est un livre qui est sorti fin V2, début V3 en fait. Souvent, on pense que le Battledome a été fait avec la V3 en tête. Qu'est-ce que tu penses? Et on a vu aussi qu'à LVO, donc le joueur qui a fini deuxième, un joueur canadien, soit dit en passant, avait une liste Soulblight Gravelord. Donc, qu'est-ce que tu penses de la place des Soulblight Gravelord dans le méta actuel d'Age of Sigmar? Ben, je pense qu'ils ont une très bonne place, là. C'est une armée qui a beaucoup de. Il faut faire beaucoup d'apprentissage pour la jouer à un certain niveau parce qu'il y a une possibilité incroyable de listes qu'on peut faire, puis de petits. Tu sais, vous avez comme 2 spell lords, 2 listes de sorts que vous pouvez utiliser pendant le jeu. Vous avez plusieurs unités qui ont chacun leur petit rôle. Il y a beaucoup de choses donc à apprendre pour jouer je dirais, cette faction-là à un niveau compétitif. Donc, je pense que c'est une armée qui est très bonne, à mon sens à moi, qui est aussi très le fun à jouer. Tu sais, ça ne sera pas toujours pareil, là, dans le fond, là. Moi, j'aime vraiment beaucoup jouer Soul Blight. Excellent. Puis les Soul Blight, en fait, quand même chanceux. On a vu là, depuis quelques mois que Games Workshop, en attente des futurs Battle Tomes, sortent des tomes célestiales dans les White Dwarfs. Donc, une genre de mise à jour, en fait, pour des règles de faction, pour des factions qui n'auront peut-être pas une mise à jour rapide de leur Battle Tome. Donc, toi, qu'est-ce que tu retiens, en fait, de ce tome célestial-là pour les Soul Blight? J'ai bien aimé la petite emphase qu'il y a eu sur le Vampire Lord and Zombie Dragon. Là. Ils ont donné soit tu peux prendre l'expertise qui te donne soit une attaque de plus ou un +1 pour les lancer des sorts. Ils ont donné aussi une relance sur son jet de dégâts au tir qui Mhm. était incroyablement soit d'un bord ou l'autre. Là, c'est un D6, donc ça faisait Un soit un 1, soit swinging. un. Ouais, exact. Soit un 1, soit un 6. Donc maintenant, on a une relance là-dessus, donc je trouve ça excellent. Et avec en plus que c'est pas un name character, en plus on peut y donner beaucoup de saveur à notre zombie dragon. Donc je pense que c'est vraiment bien pour ça. Pour ce qui est je dirais les core battalions, c'est un peu comme pas beaucoup de choses là-dedans, mais pour les battles tactiques, il y en a plusieurs que j'ai vu que c'est très, je dirais, pointu, mais en même temps, il y en a plusieurs qui vont être assez faciles à réaliser dans certaines situations. Donc, je suis tout à fait bien content de ce tombe célestial-là. Cool. Ouais, je trouve que ça a été un beau tombe célestial, là. Ils ont rehaussé la Légion du Sang, qui est un petit peu moins jouée peut-être. Fait qu'ils ils l'ont rehaussé avec les habiletés que tu mentionnes. Puis
suis d'accord avec toi, les quelques battles tactiques qu'ils ont donné, on voit une différence. Hein? C'est les armées qui ont les Battle Tomes V3 ou les Tomes Célestiales commencent à être avantagées. Ouais, deux choses que je retire de ça, en fait. Un, je pense que c'est une armée, vous venez de le dire, les gars, qui est très, très bien située, qui est très, très honnête, mais qui va récompenser un bon général, qui va récompenser un joueur qui sait en tirer profit. Puis je pense que c'est une armée, c'est ça qu'on veut, en fait, quand on joue à Age of Sigmar, c'est pas d'avoir une armée on arrive sur la table puis on dit, bon, ben, je sais que dans la plupart des match-ups, je suis désavantagé, je vais tenter de quand même le faire du mieux que je peux, ou à l'inverse, de dire, ben, je joue une partie puis je sais que mon adversaire a pratiquement aucune chance. C'est pas des parties qui sont super enrichissantes. Mais là, avec Soul Blight, je pense qu'on a vraiment pris le sweet spot, en fait, une armée qui vraiment, on n'a pas l'impression, en fait, qu'on peut rien faire ou que c'est auto-win, auto-lose. Je pense que c'est une armée, une faction qui est super bien balancée, puis ça a un peu donné le ton, en fait, à la V3, là, aux nouvelles factions qui, mis à part quelques petits écarts, là, vraiment, au niveau de certains Warscroll Dragon Fulminator, mais sinon, à part ça, c'est quand même très, très bien. Et l'autre chose aussi, en fait, puis Vince, tu l'as mentionné, c'est qu'avoir justement plus de tactiques de bataille, même si elles ne sont pas toujours intéressantes ou nécessairement meilleures, ben, ça donne du choix. Donc, des fois, quand on se dit, bon, on est tour 4, tour 5, bon, qu'est-ce qui me reste? J'ai plus grand choix, ben, ça me donne d'autres options potentielles pour pouvoir peut-être faire des points additionnels. C'est toujours intéressant en format compétitif, en fait, d'avoir des options là, à ce niveau-là. Donc, on commencerait avec tout de suite, en fait, je rappelle un petit peu notre format des Faction Focus. On se rappelle que c'est pas un Battle Tome Review. D'ailleurs, on en a fait un, c'était Yann et toi, si je ne me trompe pas, Vincent, lorsque le livre était sorti l'an dernier. Un Faction Focus, c'est vraiment, on va prendre, là, notre expert David va prendre quelques unités du livre qu'on met sur la table, donc qui sont vraiment très, très bonnes. Qu'on met sur les tablettes, donc qui sont peut-être un petit peu moins pertinentes, et aussi peut-être des choix qu'on va peindre, donc des unités qui sont peut-être un petit peu, qui passent un peu inaperçues, mais qui peuvent quand même tirer leur épingle du jeu. Donc, pour commencer, David, si je ne me trompe pas, tu as choisi une unité qui a eu des nouveaux modèles, qui est très, très jouée dans la plupart des listes, les Dire Wolves, pour commencer. Ouais, ben moi, j'adore les Dire Wolves. Là. Je trouve que c'est une unité qui a pas vraiment besoin de support, sont rapides, sont bien résistants avec leur nombre de wounds là, et je trouve qu'ils coûtent pas très cher. Et en plus, là, on peut les faire revenir comme avec les héros et aussi quand ils sont détruits, on peut les faire revenir la moitié de l'unité. Donc, c'est vraiment une unité que j'adore. Sur la charge, là, ils ont plus un to wound, plus un to hit, fait qu'ils sont comme vraiment autosuffisants. Donc, David, question sur les Dire Wolves. Bon, maintenant, on sait que l'unité vient en minimum de 10, avant c'était 5. Et on sait qu'avec la V3, donc les règles de cohésion d'unité, c'est plus restreint au niveau des unités qui dépassent le 5 modèles. Est-ce que c'est quelque chose qui joue contre eux, qui t'arrête, qui te déplaît un peu? Ben, je dirais pas vraiment parce que ça dépend comment tu les utilises, mais c'est pas une unité marteau. Fait que t'as pas besoin que toutes tes unités soient vraiment disponibles pour attaquer. Donc, tu peux juste jouer comme un gros bloc, là, tu sais, sont faites pour capturer des objectifs, pour enliser une unité adverse, sont faites pour prendre la place. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment nécessaire que tu optimises le placement de cette unité-là. Donc, je pense pas que ça leur nuit. De toute façon, tu as tellement d'autres choix d'unités pour pouvoir screener, c'est quand même intéressant. Ouais, puis tu les places tu peux quand même les placer en 2 rangs sur le long. Tu couvres très, très large si tu veux avoir un écran, éviter une Alpha Strike. Puis tu l'as mentionné tantôt, ce que j'aime, moi, en les jouant à 10, c'est quand ils meurent et qu'ils reviennent, il y en a encore 5 qui reviennent. Donc, tu as encore un plein écran qui revient au besoin ou 5 modèles pour aller contrôler un objectif. Donc, c'est sûr que c'est plus fun d'avoir l'option de les jouer juste par 5. Si on pouvait les jouer par 5 ou par 10, on choisirait peut-être souvent par 5, mais je pense que c'est correct comme c'est là. Pour le coût qu'ils représentent, là, c'est une bonne Mais idée. on aurait potentiellement là le problème de nombre d'unités renforcées. Donc, peut-être c'est déjà qu'on a beaucoup d'unités quand même nombreuses. Exactement. Ben là, renforcer les Dire Wolves, qu'on peut renforcer justement ton deuxième choix qu'on met sur la table, des zombies. Donc, des modèles qui ont été laissés pour compte par Games Workshop pendant des années. Et avec Curse City et un nouveau kit, là, on produit encore une fois des figurines absolument superbes. Mais pas juste superbes, mais vraiment une unité qui est vraiment intéressante et que tu places sur la table. Oui, certainement, parce que je trouve qu'en V3, tu sais, à la fin de la V2,
quand le Battletome est sorti, je n'étais pas tout à fait sûr sur les zombies. Les Mortal Wounds, c'est important, mais ça ne l'était pas autant, tandis que maintenant, avec toutes les possibilités de save stacking qu'on peut faire, mais là, tu te rends compte qu'une unité qui coûte presque rien pour plusieurs, comme fait beaucoup de modèles sur la table, ça contrôle les objectifs et en plus, ça devient et une enclume et un marteau. C'est vraiment mon unité de choix par excellence. Là. Si tu peux en jouer 80, il faut en mettre 80 sur la table. Là, on n'a pas le choix. Oui, puis en plus, tu as passé sous silence, mais une belle habileté de pile-in à 6 pouces. Ils peuvent s'engager à 6 pouces. Fait que quand tu les fais courir de 6 pouces avec un point de commandement, plus leur mouvement à eux, tu peux aller chercher très, très loin. C'est plus une unité qui est si lente que ça, puis elle peut faire beaucoup de tricks. Comme tu dis, ça joue tous les rôles. Là. Ça peut être ton enclume que tu mets parce que tu en mets énormément sur un objectif. Ça va être ton marteau qui va cogner vraiment fort si tu mets avec des buffs, le faire frapper 2 fois dans la phase de combat, lui donner plus une attaque. Le nombre de blessures mortelles que ça va générer, c'est incroyable. Donc, on l'a vu, le LVO aussi, la personne qui a fait une deuxième en jouait 2 gros blocs, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est 2 fois 60, je me trompe bien. Je me trompe pas. Là. Ça devait être le fun à peindre. Et à jouer, et à bouger. Mais ça, c'est une autre histoire. Troisième choix, un Vampire Lord sur Zombie Dragon. Donc, pourquoi tu mets ces War Scrolls-là sur la table? Ben, j'adore ce qu'ils ont fait avec le Tombe Célestial. Donc, ils ont donné beaucoup d'emphase sur les vampires. Le Vampire Lord à pied, qui a un bonus de plus 2 pour lancer son premier sort, mais aussi un bonus de plus 2 pour unbinder dans la phase ennemie. Donc, c'est excellent. Je trouve que ça manquait beaucoup à une faction qui était beaucoup basée sur la magie parce qu'on s'en souvient, ils n'ont pas beaucoup de tirs. Donc, je trouve que ça les aide énormément. Et le Vampire Lord dans Zombie Dragon, lui, il peut avoir un petit plus 1, mais sinon, il peut avoir aussi un plus 1 d'attaque, ce que je trouve qu'il lui manquait un petit peu de punch pour ses points. Là, je trouve qu'avec ça, plus la relance du D6 au shooting, je trouve que là, il vient de prendre sa place. Là, un bon marteau qui bouge très rapidement, peut lancer des sorts, il y a déjà une bonne save, on peut lui mettre des artefacts, on peut faire pas mal tout ce qu'on veut. Excellent. Ouais, ça fait longtemps, dans le fond, que l'unité, elle est bonne. Elle était déjà bonne avant ces bonus-là, mais dans Legion of Blood, elle devient vraiment, vraiment solide. Là. Il cogne. Là. Il est à la hauteur de ce qu'on s'attend d'un Vampire Lord qui est sur un dragon. Et parlant de Legion of Blood, justement, David, c'est la sous-faction que tu choisis de mettre sur la table. Explique-nous pourquoi. Premièrement, avec le Tombe Célestial, il y a beaucoup de bonus pour cette faction-là, mais j'aime vraiment aussi comme les petits détails qui font que c'est vraiment fort, dont les artefacts, justement. Là, il y a un artefact, ça fait juste plus 1 to save. Juste gratuitement, comme ça, tu peux mettre ça sur ton Zombie Dragon, t'en aller, pas besoin de support, pas besoin de Mystic Shield, pas besoin de rien, t'as ton plus 1. Puis ensuite aussi, je trouve que c'est une unité qu'on oublie souvent, mais si l'adversaire échoue un jet de bravoure, on lui fait perdre des 3 unités de plus. Donc, c'est des modèles. C'est en modèle. Donc, si, je sais pas, on joue contre la destruction, puis on joue contre des cochons qui ont juste un petit 6 de bravoure, puis que là, avec nos unités de ligne, on leur fait un -2 de bravoure. Puis là, on leur fait perdre des 3 unités en plus, mais ça peut faire mal. C'est un petit bonus gratuit que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'aime vraiment Legion of Blood pour ça. Neferata, Legion of Blood, tu la mets sur la table ou vite, tu la joues? C'est dur à dire parce que je trouve qu'elle coûte encore cher, parce que elle cogne pas nécessairement assez pour ses points. C'est sûr que pouvoir donner l'anti-pénétration d'armure sur une unité, c'est sûr que ça se prend bien. Sauf que je trouve qu'en V3, les sorts sont quand même difficiles à réussir, là, les sorts importants. Là. Il y a beaucoup d'unités qui peuvent juste te dire non, tu le fais pas. T'sais. Donc, j'ai un petit peu de misère avec
Neferata. Là, je trouve pas qu'elle cogne assez pour. Ouais, je partage son avis. Je pense qu'il manque juste un petit quelque chose ou qu'il baisse ses points juste un petit peu. Mais les habiletés sont bonnes, mais juste pour dire. Ouais. Maintenant, on va passer au côté des unités peut-être qui auront un peu moins de gloire avec les unités que tu vas mettre sur les tablettes. Et tu commences avec une très belle figurine, mais qui, selon toi, n'a pas nécessairement sa place en format compétitif, le Mortis Engine. Ouais, je trouve que le Mortis Engine, là, c'est une très belle unité, mais je trouve que en lui-même, il fait pas vraiment grand-chose. Là. C'est sûr, ils ont baissé ses points un petit peu. Je pense qu'il est rendu 180 points au lieu de 200. Mais tu sais, c'est un 4 plus de save avec pas beaucoup d'attaque. Il lance des projectiles, mais comme à 12 pouces autour de lui. C'est pas assez. Il donne plus un tout casse, mais à 12 pouces aussi, il y a des meilleures façons de faire ce que le Mortis fait pour moins de points. Donc, je pense pas que ça va être une unité qu'on va voir beaucoup. Okay. C'est un choix un peu controversé peut-être, là, mais c'est ce qu'on aime sur Heroes Geeks, on aime ça avoir un peu de discussion. Tu places les squelettes sur les tablettes. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Oui, dans le fond, je les ai joués plusieurs fois, les squelettes, et je trouve que pour leur coût en points, qui est, je trouve quand même très cher, là, c'est comme presque 40% ou 50% plus que les zombies. Je trouve qu'ils reviennent moins parce que dans le fond, il y a une façon de les faire revenir en combat, mais s'ils se font tirer dessus, tu peux pas les faire revenir avec leur War Scroll. Il faut que tu utilises quelque chose d'autre. Puis je trouve que leur save, c'est vraiment une unité là, qui tombe. Puis je trouve qu'elle fait pas vraiment mal. Il n'y a aucun Mortal Wound dessus. Donc, pour le coup en point, je préfère juste mettre des zombies. Ouais, vraiment juste. Ouais. C'est souvent ça. Ils luttent un peu dans la même strate, dans la même couche d'unité que les zombies. Puis les zombies avec des blessures mortelles, je pense que c'est un peu le name of the game en V3, là, avoir des blessures mortelles. Je sais pas, Vince, c'est ce que tu en penses? Hein? Ben, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai fait leur stats. Je veux les aimer. Je trouve les nouveaux modèles sont vraiment beaux. Puis je pense que je préférais avoir des squelettes que des zombies dans mon armée au niveau de l'esthétique. Mais je suis d'accord avec toi. Ils ont fait les stats. Ils cognent pas. Ils tankent pas si bien que ça. Puis si l'adversaire concentre ses charges sur une unité, il la fait exploser. Puis elle revient pas plus que des zombies. Puis ils ont pas une save à 3+. Ils sont pas si tanky que ça. Fait que, dans le meilleur des scénarios, ton adversaire cogne pas trop fort. Puis là, tu peux vraiment l'engluer parce qu'à chaque fois que tu vas t'activer pour le combat, tu vas ramener la moitié des modèles qui sont morts pendant la phase. Leur mécanique, je trouve, elle est intéressante, mais l'unité, elle manque un petit quelque chose pour être jouée. À l'heure actuelle, les zombies, moi, me semblent clairement supérieurs aux squelettes. Fait que je suis d'accord avec toi, David. Moi, je mettrais des blocs de zombies et non pas des blocs de squelettes. Surtout que les zombies ont le pylon à 6 pouces là, tu peux courir. Tu n'es pas obligé de charger vraiment. Tu peux juste les laisser en arrière de ton écran. Puis quand l'adversaire fait une activation ou te charge, tu décides de faire ton pylon à la fin. Comme quand un coup, tous ces attaques vont être faites, tu peux juste pylon et je trouve que c'est juste meilleur. Oui, puis tu as mis vraiment le doigt, cette chose est vraiment intéressante. C'est pour tous les joueurs là, qui se demandent en quoi le 6 pouces pylon est si pertinent que ça. Tu as mis le doigt dessus, en fait, c'est que tu peux courir et tout de même engagé. Puis au-delà de tout ça, c'est vraiment le temps, le timing auquel tu vas attaquer. C'est que surtout si tu as un nombre de combats qui est peut-être en ta faveur, ben, tu peux justement, exemple, tu as 3 combats, ben, tu peux choisir 2 combats sur 3 et en avoir un 3e sur 4 que tu vas vraiment choisir l'ordre en engageant une unité avant que celle-là puisse attaquer. Donc, cette habilité-là, c'est pas juste en frais de distance, en fait que je peux avoir plus de modèles qui vont engager, mais c'est vraiment en fait de timing, de protection de ton unité. Tu es assuré que cette unité-là ne sera pas frappée avant qu'elle-même puisse frapper. Donc, je pense que c'est une des... Personnellement, je pense que les plus belles règles d'Age of Sigmar, c'est retraiter et charger. Et c'est le pylon à 6 pouces. Fait que dès que des unités ont une de ces deux règles-là, moi, je pense que c'est pratiquement, sans dire des auto-includes, j'aime pas ça prendre ce terme-là, je pense qu'on est clairement là-dedans. Sinon aussi, tu vas avec des figurines qui ont fait le bonheur, je pense, de plusieurs hobbyistes dès leur sortie, en fait. Puis faut quand même s'y attendre. C'est pas quand on sort des figurines pour d'autres jeux, mais qui sont compatibles à OS, c'est rare que c'est nécessairement des figurines qui sont très bonnes. Il y a des exceptions, je pense que tu vas toucher aussi. Mais règle générale, tu vas placer des figurines de la boîte de Curse City sur les tablettes.
Oui, à part, mettons, Gorslav, là, que je trouve qu'il L'exception. il est l'exception à la règle, là, mais je pense que tous les autres, là, puisque c'est tous des champions nommés, dans le fond, on peut pas les mettre, on peut pas leur donner le petit plus qui leur manque là, pour être bonne sur la table, là, tu sais. Fait que je trouve que c'est un peu. J'en ai pas essayé beaucoup dans le lot, mais je pense que sur papier, là, c'est pas ce que je mets sur la table, là, pas du tout. Donc, parlant de Gorslav, justement, bon, on va faire une petite transition vers les modèles qu'on peint maintenant. Gorslav, c'est un modèle qui était extrêmement en demande là, sur les différents groupes d'achats usagés. Pourquoi, David, on pourrait justement peindre Gorslav? Ben moi, j'apprécie beaucoup Gorslav parce que dans le fond, il te donne l'opportunité, avec un point de commandement, de ramener une unité. C'est pour. Le Gorslav coûte 75 points. On prend un point de commandement. C'est à chaque tour qu'on peut le faire. Donc, si on, bien entendu, l'adversaire risque peut-être de le tuer. Mais sinon, on peut, tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui pourrait mettre sur la table une unité de 30 loups. Donc, pour un point de commandement, j'en rapporte 15. C'est 30 points de vie gratuits. Je trouve que c'est excellent. Donc, moi, je le peins, c'est sûr. Si j'arrive à en trouver un. Ouais, puis dans le fond, c'est parce que ce qu'on avait reproché, moi je sais quand j'avais fait l'analyse du livre, j'avais reproché que la récursion elle était rendue aléatoire. Fait que Goslav vient dans le fond fiabiliser la récursion. Là, on peut se fier que notre gros bloc de zombies, à moins comme tu dis que Goslav se fasse tuer, mais généralement tu le laisses assez loin, tu le protèges, tu le laisses caché dans des forêts s'il y en a. Si Goslav survit, c'est qu'on est sûr de pouvoir ramener la moitié de notre unité, alors que l'habileté d'allégeance, ben, des fois ça va bien, mais il y a des fois où on roule pas le 4 ou le 5 plus que ça prend là, si on n'a pas tué d'unité. Fait que, non, Goslav, il est incroyable. Si on joue des gros blocs, je pense que c'est pas mal un auto-include à l'heure actuelle. Un petit 75 points, tu as un petit héros qui peut prendre des objectifs dans différents scénarios, qui peut prendre des habits de commandement s'il n'y a pas de héros proches, sur des loups, par exemple, entre autres choses, puis ramener des modèles. Je veux dire, pourquoi dire non à ça? Là? Il y a tellement de possibilités. Pour moi, je pense que ça devient un auto-include, en fait, là, dans plusieurs listes comme ça. Autre modèle, justement, nommé, je pense que certains l'adorent, d'autres qui ont vécu la période de Warhammer Fantasy Battles le détestent profondément. Tu mets Manfred dans les modèles qu'on va peindre. Oui, Manfred, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec quand ils l'ont mis dans le nouveau Battletome. Là. Dans le fond, ils ont donné un petit un de wound. Là. Avant, il était à 11 de vie. Maintenant, il est 12 de vie. Ils ont donné 1 plus 1 de save. Il est rendu à 3 plus maintenant. Et je trouve que c'est son habileté, dans le fond, qui est vraiment excellente. Là. Le fait que sa command ability, ce soit plus 1 pour toucher, plus 1 pour les blessures, dans un rayon de 12 pouces autour de lui. Fait que tu peux affecter plusieurs unités avec ça. Tu sauves ton all-out attack, tu peux sauver quand même beaucoup de choses. Et en plus, s'il se retrouve en combat, tu peux le téléporter où tu veux sur la table à 9 pouces de l'ennemi. Donc, tu peux décider un peu, tu sais, avec un mouvement de 16 pouces, tu peux décider d'aller voler un objectif à ton ennemi. Ton ennemi est obligé de retraiter pour aller le bloquer. Et là, oups, tu te téléportes, tu t'en vas de l'autre côté de la table, supporter une unité qui était toute seule. Comme je trouve qu'il est vraiment flexible. Il peut être joué à plusieurs façons. Là. Fait que, Cool. je pense que c'est une bonne unité. Là. Jouer sur le Black Gravelord, ma première liste, c'est celle que j'ai puis que j'ai vu assembler. Il y a Manfred dedans. Juste, il est tellement le fun à jouer. Je l'ai joué en allié chez le Nighton, puis il bénéficie même pas de tous ses bonus, puis il était le fun à jouer. En Soul Blight, c'est encore meilleur parce que, comme tu dis, il y a une bulle qui affecte les Soul Blight autour de lui. Il bénéficie des habiletés d'allégeance. Il est incroyable. La seule chose que je reproche, moi, j'espérais vraiment un nouveau kit pour eux parce que son kit, dans le fond, c'est le même kit qu'Arcane, qui est vraiment un kit OBR à cette heure. Hein. Ils ont vraiment l'esthétique des OBR. J'aurais vraiment aimé qu'ils nous sortent une créature monstrueuse, un peu à la Locavai ou à la au Vampire Zombie Dragon, quelque chose comme là. J'aurais aimé qu'il soit plus dans l'esthétique monstrueuse des Soul Blight Gravelord, mais bon,
Peut-être qu'un jour, on va avoir un nouveau modèle pour lui. Mais il est incroyable. Je suis d'accord avec toi, les règles sont phénoménales. Là. Il est super le fun à jouer. Ça aide trop oppressif. Il est difficile à gérer pour l'adversaire, mais c'est pas comme mettons, le renard des luminettes là, qui fait tout et que tu peux absolument rien faire si tu n'as pas de tir contre lui. Là. Pour conclure aujourd'hui, je vous propose une liste d'Adeptus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un peu le concept, c'est une entente avec le GamerSpot qu'on a ici. Je fais une liste pour chaque faction focus. C'est pas une liste qui va être top méta, top tier, quoi que ce soit. C'est une liste qui est intéressante, qui peut être assez diversifiée, qui va permettre aussi aux joueurs de toucher un petit peu à tout, d'essayer plein d'unités différentes. Bref, c'est une liste que je considère qui est intéressante à jouer et à jouer contre et qui va vous amener quand même un certain lot de facteurs compétitifs. Si ça vous intéresse, écrivez-moi adeptuscoachingaos@gmail.com. Vous avez un rabais de 10% sur le lot au complet. C'est un achat instantané. Et vous avez également 4 sessions de coaching d'1 heure avec moi d'inclus pour parler de la liste, de la faction, parler aussi peut-être de différents scénarios, préparer un événement, bref, n'importe quoi. Donc, la liste que j'ai fait là, j'ai clairement pas suivi les conseils de David là-dessus. J'ai pris Castle Dynasty, donc, entre autres, pour avoir les Blood Knights en Battle Line. Puis je trouve ça cool aussi, l'effet qu'on puisse avoir des unités de Blood Knight qui sont en réserve. Ça vous permet un peu plus de polyvalence à ce niveau-là. J'ai mis un Vangorian Lord, qui est un modèle nouveau, qui est très, très polarisant. On l'aime ou on le déteste profondément. Moi, je trouve ça cool. J'ai mis aussi avec Flaming Weapon pour pouvoir augmenter son potentiel de dommages. C'est un modèle qui va bouger vite, qui va quand même cogner. Donc, ça, c'est intéressant. Un Vampire Lord, aussi avec Flaming Weapon au cas où. Et un nécromancien, dans le fond, pour que les zombies puissent attaquer une deuxième fois avec Vanel. Et aussi, j'ai mis Vordrai avec Amethystine Pinions pour augmenter sa vitesse aussi. C'est un autre missile qu'on va lancer. Puis des unités, ben j'ai mis des zombies. Là, j'ai vraiment écouté David là-dessus. Je pense que c'est clair que les zombies, c'est l'unité Battle Line la meilleure, en fait, là, du livre. Donc, 2 blocs de 40. J'ai pas osé me rendre jusqu'à 2 blocs de 60. Mais parce qu'effectivement, ça 120 zombies à peinturer, à bouger sur la table, ça peut créer une certaine tendinite. Mais sinon, donc 2 bons blocs de 40 zombies, 2 blocs de 5 blocs net, parce que pourquoi pas, j'aime ça des vampires sur des chevaux. On peut les garder en réserve, ça cogne quand même de façon intéressante. Et aussi les Direwolves, je pense que c'est une unité qui est vraiment intéressante aussi. Donc, une unité qui est mobile, qui peut quand même tanker un peu, c'est quand même 20 points de vie. Donc, ça fait une armée qui est intéressante, assez polyvalente, avec quelques grands cogneurs, puis avec un petit peu de résilience aussi. Bref, c'est une armée qui va vous permettre d'essayer un petit peu plein de trucs, en fait, en Soulblight Gravelord. Puis en plus, ce qui n'est pas mentionné, c'est que dans le lot, vous avez la boîte, le Battle Force qui avait été amené. Fait qu'il y a aussi des squelettes là-dedans. Il y a d'autres modèles qui sont inclus, qui ne sont pas dans la liste, mais que vous aurez là, si vous vous procurez cette liste-là. Donc, je vous rappelle, si vous voulez vous la procurer, Adeptus Coaching aos@gmail.com, vous m'écrivez, puis on va pouvoir vous contacter pour avoir ça. Il y a un lot disponible, donc il y a une personne qui va pouvoir se le procurer. Donc, c'est tout pour notre Faction Focus sur les Soulblight Gravelords. Merci beaucoup, Vincent, et merci beaucoup à David. Ta première fois sur la chaîne, tu as aimé l'expérience? Oui, super. J'ai vraiment aimé ça. J'espère qu'on peut te revoir aussi bientôt, peut-être comme, on ne le sait pas, comme grand champion du Grand Clash. Tu as quand même eu des très belles performances dans le passé. Peut-être, là, avec les Stormcast qui sont remontés pas mal, là, on a des chances. Ouais, parce que t'es aussi un joueur Stormcast. Au niveau de la communauté de AOS du Québec, oui, tu as les Soulblight, mais tu as les Stormcast aussi qui font ta renommée. Donc, tu es un des joueurs qui jouait beaucoup Shootcast avant. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous concocter pour le Grand Clash. Dans environ 2 mois, j'ai bien hâte, comme toute la communauté québécoise, je pense bien. Donc, merci beaucoup les gars. Je vous rappelle, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime. Ça nous aide pour le placement des vidéos. Et sur ce, on vous souhaite bon wargaming.